Et coucou, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour cette vidéo un petit peu particulière. Donc ça va être du colo sans en être vraiment, mais je trouve que c'est important pour moi en tout cas de faire cette vidéo là. Donc ça va être une vidéo qui va parler de l'art thérapie, puisque c'est suite à une vidéo que j'avais vue. Je vais essayer de vous retrouver le lien parce que là je me rappelle plus le nom de la youtubeuse. J'avais vu une vidéo donc, où elle faisait une discussion sur l'art thérapie. Ce qui m'a poussé forcément à faire une réponse entre guillemets, c'est que je n'étais pas tout à fait d'accord avec sa vision de la chose, mais en tout cas la façon dont elle en parlait. Après, bon, j'ai mis un commentaire et je pense elle était d'accord avec moi malgré tout. Voilà, donc en tout cas, moi j'ai envie de faire cette petite vidéo voilà, pour donner un peu mon opinion sur ce que j'en pense. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je me sens légitime de le faire, parce que forcément je suis infirmière, donc j'ai quelques compétences dans le domaine, donc je peux en parler et je sais quand même de quoi je parle un petit peu. Voilà, bon, je ne suis pas obligée de me justifier, mais je trouve que c'est quand même important pour les gens qui éventuellement vont écouter de savoir que c'est pas des paroles comme ça. Il suffit pas de dire je me détermine comme une personne compétente. Voilà, c'est facile, mais voilà, ce qui est important, c'est quand même d'avoir une réflexion intéressante derrière, je trouve. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me mettre en plan bureau. Je vais colorier un petit peu, je vais finir mon colo en même temps que je vais parler. Je ne sais pas si je vais arriver à me concentrer sur les deux en même temps, mais en tout cas, voilà, ça sera peut-être plus intéressant pour vous. Je vous propose de l'écouter en mode podcast, peut-être en coloriant, en faisant autre chose, si ça vous intéresse. Je sais que cette vidéo, elle arrive à un moment où je suis pas forcément très connue sur YouTube, donc c'est pas forcément, elle va pas avoir un impact extraordinaire forcément, mais c'est pas grave. Je trouve que voilà, j'ai envie d'amener cette contribution à la réflexion sur ce qu'on appelle l'art thérapie. Donc voilà, à tout de suite en plein bureau. Je vous retrouve là en plein bureau après cette petite introduction. Donc je vais quand même vous expliquer un petit peu plus en avant ce que j'entreprends là de vous expliquer, j'aime pas parler comme ça, mais bon, voilà. Un petit débat sur l'art thérapie, je vous explique pourquoi je décide de parler de ça. Donc d'abord, je commence par vous montrer ce que je suis en train de faire. Donc je suis dans le Ghibli, et donc je suis sur le dernier dessin, je crois, il me semble bien que je suis sur le dernier, et voilà, sur ce perso-là. Voilà, il m'a parlé pour des raisons familiales, on va dire, très particulières. Voilà, donc, ce projet m'a parlé, j'ai eu envie de le faire, je le trouve super sympa, j'adore les couleurs. Bon, voilà. Il faudra que je recherche qui est le personnage en particulier, parce que c'est pas le personnage de l'animé qui m'a intéressé, c'est vraiment ce qu'il représente en fait. Voilà, c'est-à-dire un côté un peu chaman, sorcier, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un domaine qui me parle particulièrement. Voilà, tout simplement parce que ça intéresse énormément ma fille, donc du coup, voilà, c'est pour ça que ça m'a intéressé. Et en plus, elle adore ces couleurs, donc ça tombe bien. Donc je vais le lui envoyer, elle sera contente, je pense. Voilà, bon, bref, ça c'était une petite aparté. Donc du coup, je vais essayer de me concentrer en coloriant en même temps que je vous parle. Je sais pas si je vais y arriver, hein. C'est un exercice un peu particulier, donc je sais pas si je vais arriver à faire ça, on va voir. Il me manque juste un petit peu le fond là, et puis après je veux cacher le code couleur avec mon autocollant. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que j'allais vous dire sur ce sujet? Donc déjà, je veux me présenter, vous dire qui je suis et pourquoi je décide de vous parler de ça. Alors il y a plusieurs raisons. Déjà, moi je suis infirmière, donc déjà je plante le décor. C'est-à-dire que là, j'ai envie de vous parler d'éducation thérapeutique, mais un petit peu de base en partant de ma pratique professionnelle. C'est-à-dire que donc moi je suis spécialisée, je suis une infirmière de dialyse en fait au départ, hein, et il se trouve qu'au fur et à mesure de ma carrière, alors déjà quand même spécificité, c'est que la dialyse, l'insuffisance rénale d'une façon générale, fait partie de ce qu'on appelle les maladies chroniques. Et ça a son importance quand on parle d'art thérapie en fait, enfin de thérapie. Pourquoi? Parce que moi, au cours de ma carrière, il se trouve que j'ai eu l'occasion de m'intéresser et surtout de me former à plusieurs choses, notamment une qui est ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Donc c'est un processus par lequel
on accompagne les patients qui sont atteints de maladies chroniques vers une meilleure compréhension de leur maladie, vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes, et vers plus de connaissances d'une façon générale de la maladie, des traitements, de tout ce qu'il y a à mettre en place autour d'une maladie qui va faire partie de leur vie pour toujours. Donc l'intérêt de l'éducation thérapeutique, c'est de se dire qu'au final, quand on passe ce temps-là avec eux, entre l'éducation, l'information, l'écoute, etc., on va les mettre dans quelque chose qui va les aider à mieux se prendre en charge et donc on part du principe que ça va avoir un effet très bénéfique sur le très long terme, c'est-à-dire que globalement on va constater qu'il y a, bon ça c'est des études qui l'ont montré, hein, quand on fait de l'éducation thérapeutique avec des patients qui sont atteints de maladies chroniques, on va avoir moins de complications, moins d'hospitalisation, voilà, moins d'effets secondaires graves de leur pathologie. Donc, ce qui fait que sur le long terme, on va avoir une espérance de vie meilleure et ainsi de suite. Donc, forcément, il faut quand même être réaliste. Si on cherche à développer ça, c'est parce qu'on sait que si on diminue les hospitalisations, les effets secondaires, donc les prises en charge lourdes en réanimation, des choses comme ça, ben forcément ça va avoir une incidence sur le coût et forcément la réflexion des pouvoirs publics, c'est de se dire ben, si on finance de l'éducation thérapeutique, à long terme, ces gens-là vont coûter moins cher à l'assurance maladie. Très clairement, il faut pas se leurrer, hein. Si à un moment donné, on a eu des moyens pour travailler là-dessus, c'est parce que derrière, ils ont constaté qu'on pouvait gagner de l'argent, quoi. Enfin, gagner de l'argent, en tout cas, moins en dépenser. Bon, après, ça a du sens quand même, hein, il faut être réaliste, ça a du sens pour les patients qu'on prend en charge, puisque forcément, eux, ça leur permet de vivre éventuellement mieux, avec moins de complications, une espérance de vie qui, a priori, est plutôt majorée, et qu'en plus ça coûte moins cher à la société, donc c'est un peu tout bénéf pour tout le monde. Donc voilà, ça c'est je plante le décor vite fait en quelques lignes de comment j'ai commencé à faire de l'éducation thérapeutique. Donc pour faire de l'éducation thérapeutique, et je vais venir à l'art thérapie, hein, qu'on soit bien d'accord. Pour faire de l'éducation thérapeutique, ce qu'il faut, c'est il faut être formé, et bien sûr, on fait pas d'éducation thérapeutique comme ça. En tout cas, c'était pas le cas quand moi j'ai été diplômée. C'est-à-dire que les infirmières qui sortent là depuis une dizaine d'années, je crois que de fait, leur diplôme comprend l'éducation thérapeutique. Donc elles sortent formées en éducation thérapeutique. Moi je dis formées entre guillemets parce que bon, c'est tellement vu vite fait que je vois pas tellement en quoi c'est de la formation. Moi je suis d'une époque où l'éducation thérapeutique ne faisait pas partie de la formation de base, du tout, du tout, du tout. On a commencé à voir apparaître ça en France il y a à peu près allez, je vais dire 17-18 ans. Ça existait déjà aux États-Unis et surtout au Canada depuis facilement 25-30 ans, mais c'était pas encore, ça n'avait pas encore traversé la Manche, quoi. Donc il a fallu un petit peu de temps, comme toujours, pour que ça arrive chez nous. Et donc du coup, ça s'est mis en place. Moi, j'ai été du coup formée. Voilà, j'ai assisté, j'ai suivi tout un processus de formation pour faire de l'éducation thérapeutique. Et il se trouve qu'au fur et à mesure de l'évolution de la maladie rénale, la prise en charge a elle aussi évolué, puisqu'on s'est rendu compte quand même qu'en faisant un travail de prévention auprès des patients, on allait essayer pouvoir retarder leur prise en charge en dialyse. Donc du coup, c'est un processus qui a été mis en place. On a commencé à former des infirmières pour ce qu'on appelle les parcours de soins, c'est-à-dire que les infirmières ont commencé à recevoir des patients en entretien individuel, en atelier, pour essayer de travailler avec eux sur tout le processus de prévention avant même qu'ils commencent à être dialysés. Donc autrement dit, on a commencé à parler d'éducation thérapeutique dans la prévention en santé de la maladie rénale. Et pourquoi je parle de ça? Parce que moi, dans cette pratique d'éducation thérapeutique, il se trouve que l'art-thérapie est un des outils que nous utilisons. C'est-à-dire que, alors, pas moi spécifiquement, je l'ai un petit peu fait parce que il se trouve que certaines des infirmières, parce que moi je suis dans une grosse entreprise, hein, enfin, c'est pas une entreprise, c'est une fondation, donc on est beaucoup d'unités avec beaucoup de personnel qui travaille là-dessus, et il y a des infirmières qui se sont vraiment spécifiées. Ça se dit spécifiées?
oui, je crois, en art-thérapie. Moi, c'était pas forcément le cas. Par contre, j'ai travaillé quand même avec elle, donc voilà, ça fait partie des outils que j'ai utilisés communément avec d'autres infirmières. Et avec la psychologue, les psychologues aussi, hein, bien sûr. Voilà, c'est pour ça que je me permets d'en parler, puisque finalement, je sais quand même de quoi je parle un petit peu. Voilà, il m'est arrivé de participer à des ateliers d'art-thérapie, donc d'y participer en tant qu'observateur pour apprendre, et il m'est arrivé de participer aussi à des ateliers en tant que moi animatrice. Donc animatrice formée en thérapie, puisque même si je suis pas thérapeute au sens psychologique du terme, il n'empêche pas moins qu'en éducation thérapeutique, on parle de thérapie quand même. Donc en tout cas, c'est une des multiples facettes de ce qu'est la thérapie, puisque la thérapie, ça n'est jamais, quelle que soit la thérapie qu'on fasse, qu'elle soit médicale, médicamenteuse, chirurgicale, tout ce qu'on veut, la thérapie, ça n'est jamais qu'une seule chose. C'est-à-dire que même si vous devez vous faire opérer de n'importe quoi, la thérapie, c'est pas que l'opération. La thérapie, c'est toute la prévention, c'est toute la connaissance de tout ce qu'il va falloir faire avant, après, pendant. C'est tous les médicaments qu'il va falloir prendre avant, pendant, après, etc., etc. D'accord? C'est tout un processus, la thérapie, et c'est toujours comme ça. Donc c'est pour ça que quand on parle de d'art-thérapie, ça ne concerne pas forcément, et là c'est pour ça que je amène déjà une première discordance, on va dire, c'est que l'art-thérapie, ça n'est pas forcément fait par un thérapeute. D'accord? C'est la thérapie, ça peut être plein de choses. C'est plein de versants de la prise en charge, en fait. Voilà. Donc forcément, si on pense dans un premier abord plutôt thérapeutique, psychologique, forcément, quand on parle d'art-thérapie, et forcément, il faut normalement être formé pour la thérapie, donc être soit un thérapeute, un psychologue, je ne sais pas si les psychiatres le font, mais bon, en général, ça va être plutôt des psychologues ou des thérapeutes agréés, formés, etc. Et on y rajoute le fait qu'il faut, théoriquement, pour être reconnu nationalement en France, être ce qu'on considère comme un artiste. Bon, alors là, j'amène encore un bémol supplémentaire, c'est que c'est quoi un artiste? Ça veut pour ainsi dire rien dire. C'est j'ai envie de dire qu'être un artiste, ça veut juste être reconnu par ses pairs en tant qu'artiste, c'est-à-dire que, enfin, par ses pairs ou la société d'une façon générale, c'est-à-dire que vous mettez une tache rouge sur une toile et il y a un hurluberlu qui vous l'achète 200 millions d'euros, vous allez être considéré comme un artiste. Par contre, vous allez faire un dessin, vous allez y passer 20 000 heures, hyper réaliste, machin, mais au bout de votre table, dans votre salon, là, vous n'êtes pas un artiste. Sauf si vous l'avez montré sur les réseaux et que ça a fait un buzz. Mais bon, voilà, c'est pour ça que la notion d'artiste, elle est très, très, très... Bref, voilà. Donc, vous l'aurez compris, en tout cas, je me perds un petit peu dans ce que je raconte. C'est pas que je me perds, c'est qu'en fait, dans ma tête, ça part dans tous les sens. C'est plutôt ça que je dois dire. Donc, en fait, voilà. Moi, ce que je veux dire, c'est que, et d'une, je suis quand même un petit peu formée là-dessus, donc je sais de quoi je parle. Et de deux, ce qui est important, mais vraiment très, très important pour moi, c'est d'avoir toujours ce sens critique. C'est-à-dire que j'ai un petit peu horreur de cette soupe qu'on a tendance à nous servir, voilà. Je l'ai vu à BFM, donc c'est forcément la vérité. Ben moi, je dis non et sûrement pas. Je suis pas dans le complotisme ou quoi que ce soit, mais voilà, j'ai horreur des discussions comme ça où il n'y a pas d'arguments, où il n'y a pas de tenant d'aboutissant. Enfin, pour moi, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Et voilà, je trouve que c'est important de pouvoir vraiment, vraiment discuter, amener des arguments. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais l'essentiel, c'est d'amener des arguments et d'essayer d'avoir un sens critique, en fait. Après, on en fait ce qu'on en fait. Est-ce que c'est utile? J'en sais rien. Mais moi, je trouve que c'est toujours utile d'amener du grain à moudre à la réflexion, quoi. Voilà. Le tout blanc, tout noir, pour moi, il passe pas. Souvent, je suis quelqu'un qui je vais jeter un pavé dans la mare, quoi, dans les conversations. J'ai toujours le point de vue qui choque un peu tout le monde. Je pense pas comme tout le monde. C'est pas pour être dans l'opposition permanente. C'est juste que, ben, pour moi, c'est pas tout blanc, tout noir, quoi. Voilà. Et rien n'est tout blanc, tout noir. Bref. Voilà pourquoi en fait j'en viens à ce type de conversation et de réflexion là-dessus. Donc du coup, si on parle d'éducation d'art-thérapie,
Donc je vous disais, c'est ce que moi j'utilise en éducation thérapeutique, enfin que j'utilisais parce que là moi j'ai décidé depuis quelques années d'arrêter, mais c'est ce que j'utilisais comme un des outils faisant partie de l'éducation thérapeutique. Donc voilà, avec les entretiens, les ateliers, et cetera. Il existe plein de choses. Et en art-thérapie, nous, ce qu'on faisait pour les insuffisants rénaux, c'était surtout sous forme d'ateliers communs. Donc il y a de l'art-thérapie qui se fait en individuel, mais bon, nous, on le faisait en commun. Et en fait, donc on recevait quelques patients, il n'en faut pas beaucoup, il faut beaucoup d'accompagnants, enfin beaucoup de je vais trouver le mot, peut-être, beaucoup d'infirmières, nous c'était des infirmières, mais bon, de personnes qui sont là à écouter et à encadrer l'atelier. Voilà, il faut qu'il y ait du dynamisme dans ce genre d'atelier et il faut qu'on puisse être à l'écoute de tout le monde. Donc du coup, ça nécessite beaucoup de concentration, beaucoup de temps. Ça se fait pas comme ça, quoi. C'est vraiment encadré comme façon de faire. Donc voilà pour ce que à la base moi je connais de l'art thérapie. Donc ensuite, si on veut un petit peu revenir un peu sur l'histoire de l'art thérapie, parce que je trouve que c'est intéressant quand même de comprendre un peu d'où c'est né, d'où c'est venu, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui s'est mis en place, qui est venu surtout, on va dire après-guerre, hein, et en fait c'est venu comme d'habitude, un peu comme l'éducation thérapeutique et à peu près d'ailleurs à la même période, c'est venu après-guerre, donc aux États-Unis, et ça a été vu comme un moyen, enfin l'art d'une façon générale a été vu comme un moyen d'exprimer des émotions, et avec l'idée que si on pouvait exprimer des émotions dans la création, quelqu'un en face pouvait essayer de lire les émotions ressenties, les comprendre, les réinterpréter pour mettre en avant le processus de réflexion du patient inconscient, on va dire. C'est-à-dire que, en gros, ça part de l'idée que quand vous êtes dans un processus créatif, vous allez exprimer des émotions qui sont exprimées plus par votre inconscient que par vous-même, par votre partie consciente. Donc du coup, ça c'est, il y a eu deux personnes essentiellement qui ont mis ça en avant tout de suite en après-guerre. En fait, ça a été Margaret Numburg, je ne sais pas si je le dis bien, et Edith Kramer. Voilà, l'idée c'était d'exprimer l'inconscient, et Edith Kramer, elle pensait elle que c'était par le processus créatif qui serait en lui-même thérapeutique. Donc après, il faut aussi quand même, enfin pour moi, parler de ce qui est. Alors je vous parlais, j'étais un petit peu critique sur les notions d'art tout à l'heure, parce que effectivement, on dit que pour être art thérapeute, il faut être un artiste. Bon, pour moi, ça n'a pas franchement de sens. Pour moi, à partir du moment où vous êtes à un âge, en capacité de prendre un stylo, un crayon, un feutre, un pinceau, on peut vous considérer aussi comme un artiste. Ce qui est important dans l'art thérapie, c'est pas l'art, c'est la thérapie. C'est de mon point de vue, en tout cas. Voilà. Donc ça pourrait être, ça n'a aucun sens de dire qu'il faut être un artiste pour être art thérapeute. Aucun sens. Alors vraiment là pour le coup, je suis assez fermée là-dessus. Voilà. Pour moi, c'est pas le côté artistique qui a de l'importance dans l'art thérapie, c'est la thérapie. Bon après c'est parce que je suis infirmière que je parle comme ça, mais voilà. Alors après, par contre, sur l'évolution après qu'il y a eu, ça a été surtout au niveau des années 2010-2015, et je pense que le boom, ça a été vraiment, vraiment, vraiment avec le Covid après, mais déjà ça commençait un peu plus tôt quand même, et il y a commencé à avoir tout ce qui est coloriage anti-stress, donc ils ont commencé à appeler art thérapie, et c'est là qu'effectivement la question se pose de savoir si l'art thérapie, le terme en lui-même, est pas simplement un argument marketing, un argument marketing, un argument de vente tout simplement. Et moi je suis assez d'accord avec ça, hein, c'est que, enfin, je suis assez d'accord, oui et non, parce que justement, c'est parce que je suis dans le oui et non que je voulais en parler. Alors, attendez 2 secondes parce que j'arrive pas à parler, j'ai besoin de boire. Et du coup, effectivement, je suis tout à fait consciente qu'il y a un argument. Je vois absolument rien à ce que je fais. J'ai un reflet là, une ombre.
là, hop. Je pense que les éditeurs, d'une façon générale, se sont emparés de ce terme-là pour comme argument de vente. Ça a permis comment dire, pas de dédramatiser, mais de légitimer ou de donner, enfin les gens se sont autorisés d'un coup à faire du coloriage, probablement parce que bah, du coup, si on marque art thérapie sur un livre, c'est ah mais regarde, ce que je suis en train de faire, c'est pas du coloriage, c'est de l'art thérapie. Bon, déjà sur le principe de base, il y a une chose qui m'agace, même si ça n'a pas à voir avec le thème, mais quand même, c'est que pourquoi il devrait falloir avoir honte de colorier sous prétexte que ce serait quelque chose qui serait de l'ordre de l'enfantin. Excusez-moi, mais la première chose que fait un enfant dans la vie, c'est probablement de courir à peine il sait marcher. Et pourtant, quand on est à l'âge adulte, ça viendra à l'idée de personne de dire quand quelqu'un va courir que c'est un passe-temps enfantin. Bon, bref, et en plus, le fait de colorier est quand même une des choses qui permet d'acquérir une motricité fine qui est extrêmement utile dans des millions de domaines. Donc dire que le coloriage est enfantin, franchement déjà rien que ça m'énerve. Bon bref, vous l'aurez compris, j'ai un petit regard un petit peu agacé sur la société en général. J'ai presque envie de dire que malheureusement, bon là je digresse, mais malheureusement, la société étant faite à la base par des hommes et pour des hommes, les activités qui sont reléguées un peu plus aux femmes, parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, ben forcément, on leur met un regard comme ça beaucoup plus critique et plutôt négatif, je trouve. Bon bref, ça a tendance à changer, ce genre de choses, donc ça c'est plutôt bien, mais enfin, malgré tout, ça persiste quand même encore un peu. Donc tout ça pour dire que le coloriage en mauvaise presse enfin en mauvaise presse, subit le regard toujours dans le jugement d'une certaine partie de la société. C'est bien malheureux, mais c'est comme ça, il faut faire avec. Et le fait de marquer art thérapie sur des livres a permis aux gens de se dédouaner un petit peu de ce regard-là et de se trouver un peu comme une excuse. En gros. Alors attention, parce que quand je suis en train de dire ça, c'est un peu comme si je disais oui, mais en fait, du coup, le colo, c'est pas de l'art thérapie, c'est juste pour se faire plaisir. Et en fait, c'est pas du tout ce que je pense. Voilà. Donc du coup, quand je vous dis que je suis toujours dans les arguments et contre-arguments, moi, je fonctionne comme ça. C'est jamais tout blanc ou tout noir. Donc du coup, pour moi, j'ai envie de dire que le résumé que je ferai sur le coloriage et l'art thérapie, j'ai envie de dire que je le résume en une phrase. Et c'est exactement ce que j'avais marqué dans le commentaire là que j'avais mis sous la vidéo YouTube. Si je la retrouve, je vous la mettrai en lien. C'est que pour moi, l'art thérapie, enfin le coloriage, c'est un peu à l'art thérapie ce que le Doliprane est à la médecine. Donc j'espère que j'ai le droit de donner des noms de médicaments comme ça. Bon, j'espère que je serai pas nulle à cause de ça, mais c'est tellement parlant comme ça que du coup, je sais pas comment le dire autrement. Voilà, si on parle de Doliprane, forcément, excusez-moi, on est bien conscient que le Doliprane, il va jamais guérir personne, il va jamais soigner personne. C'est pas un traitement thérapeutique. C'est-à-dire que vous êtes malade, vous avez, je sais pas moi, un cancer, vous avez une maladie incurable, le Doliprane ne va pas vous soigner. Par contre, de là à dire que le Doliprane ne sert à rien dans le cadre de la médecine, ben, ça serait une hérésie complète. On sait très bien que c'est quasi indispensable, enfin on sait pas tant le Doliprane lui-même, vous l'aurez compris, mais c'est les antalgiques d'une façon générale, particulièrement les antalgiques de base 1, là, les premiers, ceux qui sont en vente libre d'ailleurs, et c'est pas parce qu'ils sont en vente libre qu'ils servent à rien, parce que malgré tout ils sont efficaces. Il y a quand même un grand nombre de personnes, et j'en fais partie d'ailleurs, moi sans ça, je sais pas comment je pourrais vivre au quotidien et fonctionner à peu près normalement certains jours. Donc les antalgiques basiques qu'on trouve en vente libre, ils ont un but et ils sont parfaitement utiles dans le cadre de la santé, puisque là je suis bien en train de parler de soulager de la douleur, donc on est en train de parler de santé. Et pour moi le coloriage, c'est exactement la même chose dans le cadre de l'art thérapie. Dire que c'est thérapeutique en soi, certainement pas. C'est pas colorier là ce que je suis en train de faire, c'est pas thérapeutique, c'est pas ça qui va vous soigner d'une quelconque maladie, certes.
d'autant plus quand vous le faites tout seul dans votre coin. C'est-à-dire que si encore, en le faisant, vous aviez à côté de vous le psychologue qui vous écoute parler, qui vous répond, qui s'interroge sur ce que vous êtes en train de faire, pourquoi, etc. Donc là, oui, à la limite, on pourrait parler de thérapie, mais c'est sûr que quand on le fait tout seul comme ça dans son coin, on peut pas parler de thérapie. Par contre, là où où il y a le bémol, c'est que c'est un peu comme l'antalgique de base, il a quand même son utilité, dans le sens où ça a plusieurs utilités déjà pour commencer. Le coloriage, ce que je suis en train de faire, remplir des cases, parce qu'il faut différencier coloriage, oui, parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'il faudrait différencier ce qui est coloriage de base, comme ça, simplement faire des aplats, il y a des chiffres où il y a des cases et on les remplit bêtement, enfin bêtement entre guillemets. Et puis il y a le coloriage où on va le faire en version libre, où là on va être dans un processus beaucoup plus créatif, même si on n'a pas créé le dessin, on est quand même dans un processus créatif de colorisation. Mais n'empêche pas moins que c'est la même chose. Alors, a priori, si on suit ce qui a été dit par les gens, et notamment par cette Edith Kramer, ça serait, à partir du moment où on est dans du créatif, on serait dans un processus thérapeutique. Moi, je mets un bémol dans le sens où si on le fait juste pour colorier, passer du temps, et sans intention d'y mettre de la thérapie, ça va pas être thérapeutique. Ça va être juste un moment de se recentrer sur soi-même, un moment de détente, un moment anti-stress qui va être momentané. Bon, après, c'est un peu comme l'antalgique de base en médecine. D'accord? C'est-à-dire que ça sert pas énormément, mais le peu que ça sert, ça amène un grand bienfait au quotidien. Donc dire que c'est pas thérapeutique, ben oui et non. C'est thérapeutique parce que ça vous amène un soulagement, même s'il est que momentané. C'est pas thérapeutique parce que c'est pas ce qui va soigner la cause du mal s'il y a un mal à quelque part. Mais malgré tout, et c'est pas parce qu'on est juste dans le coloriage case par case bêtement là, en remplissant les couleurs, que ça n'est pas thérapeutique non plus. Parce que moi, dans mon cas, par exemple, qui suis quelqu'un qui a des troubles de l'attention, on va dire, du coup, me mettre sur ce genre de coloriage, et j'adore faire ça d'ailleurs, hein, j'en ai vraiment besoin au quotidien. Je pourrais pas me dire, je vois Marine Art qui fait ça que le week-end, par exemple, le mystère ou le Ghibli d'ailleurs, moi je peux pas, c'est-à-dire que je suis obligée d'en faire un petit peu tous les jours parce que ça fait partie des choses qui me recentrent et qui me font du bien parce que ça m'oblige à créer. Ah, c'est pour ça que du coup on en revient à la notion de création. Ça m'oblige à créer un instant de concentration et ça c'est fabuleux pour quelqu'un comme moi. Donc et du coup à ce titre-là, je suis vraiment dans quelque chose de thérapeutique pour moi. Donc après voilà, ça dépend où on met la thérapie. Effectivement, je vais peut-être pas soigner les mots MAUX de mon enfance torturée peut-être, ou j'en sais rien. Bon, c'était pas le cas, je vous rassure, mais voilà, si on commence à parler de thérapie, forcément, on va parler de votre histoire psychologique, etc. Et donc, on va se dire, ah oui, mais il y a forcément des choses, des traumatismes, des choses comme ça qui doivent pouvoir ressortir pour faire de l'art thérapie. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est pas tout blanc ou tout noir, encore une fois. Quand on fait de l'art thérapie, un thérapeute, ce qu'il fait, ce que je faisais moi en tant qu'infirmière en éducation thérapeutique, c'est que le fait de... Alors moi je le faisais pas par l'art la plupart du temps, je le faisais simplement par la parole, c'est-à-dire que le fait de discuter avec les gens, de leur poser différentes questions sur ce qu'ils vivent au quotidien, ce que représente la maladie dans leur vécu, comment ils voient leur maladie, comment ils voient leur traitement, c'est-à-dire ce qui est le plus difficile pour eux, comment ils se sentent au quotidien, etc. Ça permet de mettre en avant déjà une meilleure connaissance d'eux, ça permet de connaître leur représentation sur la maladie, sur la santé, etc. Et du coup, ça permet aussi, une fois qu'on les connaît bien, de pouvoir aller rechercher dans leur discours ou dans leur façon de se comporter des choses que eux ne se rendent même pas compte. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends un exemple concret, des fois on a des patients, on se rend compte en discutant avec eux qu'ils peuvent avoir une représentation sur les médicaments. C'est très très souvent le cas et c'est le cas pour pour tout le monde en fait, hein. C'est que on a un imaginaire parce qu'on a un vécu qui fait qu'on en arrive à l'instant
présent avec tout un bagage derrière nous. C'est-à-dire que le médicament qu'on prend à l'heure actuelle, il a été construit, enfin la croyance qu'on a dans son efficacité, elle a été construite par toute une histoire. Alors, c'est-à-dire, en tant que personne, en tant qu'enfant, est-ce qu'on a été malade? Est-ce qu'on a pris des médicaments? Est-ce qu'on a eu dans notre entourage des gens malades? Est-ce que comment ils ont vécu leur maladie? Quel genre de traitement on leur a donné? Quel effet ça a eu sur eux? Est-ce qu'on a pensé que c'était efficace, pas efficace? Est-ce qu'on a été bercé par les scandales thérapeutiques qu'il y a pu y avoir à certains moments sur certains médicaments, etc., etc. Et tout ça, ça fait partie du bagage des représentations qu'on a sur les médicaments. Des représentations, on en a sur absolument tout, mais quand on parle de thérapie, il faut quand même avoir conscience de ces représentations que chaque personne a, parce qu'en fait, il se trouve qu'on n'a pas du tout les mêmes d'une personne à l'autre, et ça dépend de notre vécu. Et c'est très important en tant que thérapeute. Alors, j'aime pas parler de moi comme thérapeute, mais malgré tout, c'est ce qu'on faisait, et c'est ce qu'on fait, même au quotidien, parce que je continue quand même à le faire dans mon quotidien d'infirmière. C'est que plus on comprend quelles sont les représentations des gens sur ce qu'on est en train de leur donner, mieux on arrive à les aider à eux-mêmes comprendre leurs représentations. Et ça peut être très important en fait. Alors je vous donne un petit exemple, c'est par exemple, on sait très bien que sur les médicaments par exemple, il y a des études très sérieuses qui ont été faites là-dessus. Globalement, un médicament qui est rouge, il va avoir une percussion différente dans l'imaginaire des gens, c'est-à-dire que les gens vont penser qu'il est plus efficace. C'est tout bête, hein, mais bon, ça, c'est des choses qui sont prouvées, hein, qui ont été prouvées scientifiquement avec de vraies études derrière. Voilà, et c'est que on se rend compte que simplement la couleur d'un médicament a une influence sur l'efficacité que les gens lui prêtent. Et ça peut être le cas de plein de choses, hein, pour la couleur, pour la forme, pour le goût, voilà. Il y a des gens pour qui si un médicament a un goût de bonbon, c'est forcément un truc qui fait pour les gamins qui va pas être efficace pour eux. Il y a les représentations typiques sur les génériques, par exemple, où beaucoup de gens ont le sentiment que c'est de la merde, entre guillemets, et que du coup, ça va pas être efficace, même si c'est le même principe actif qu'il y a dans le médicament de base, quoi. Et certains, vous n'allez pas pouvoir leur faire prendre de médicaments comme ça, là. Ah, mais j'ai mangé le mot de générique parce que ils n'en veulent pas, pour eux, c'est pas efficace. Alors attention, quelquefois, je pense que certains ont raison, c'est-à-dire que maintenant, on sait quand même, les études le prouvent, qu'on sait qu'il y a de l'épigénétique, que certains médicaments sont probablement efficaces sur certaines personnes et pas sur d'autres, et qu'il y aurait probablement un lien avec les gènes là-dedans. Et ça, voilà, les médicaments, ils sont faits pour être efficaces dans 90% des cas. Il y a certainement un pourcentage pour lesquels c'est pas très efficace, hein, et que probablement la raison se trouve quelque part par là. Et ça, bon, les médecins sont, et d'une, pas forcément ni formés, ni ils ont le temps d'étudier la situation, la question. Donc, ils les donnent parce qu'ils savent que majoritairement ça va marcher. Et voilà. Et donc, en théorie, pour eux, le générique va marcher à peu près aussi bien. Il y a les histoires des excipients, on peut être allergique à certains des excipients, des médicaments qui peuvent faire que ça va être efficace, plus efficace, ou provoquer plus ou moins d'effets secondaires, etc. Enfin, bon, bref, vous voyez que c'est quand même un monde qui est extrêmement compliqué, tout ça. Et du coup, la thérapeutique, qu'elle soit médicamenteuse, qu'elle soit dans l'écoute, elle nécessite d'avoir compris les représentations qu'ont les gens sur eux-mêmes et sur ce qui les entoure, sur leur traitement et tout ça. Et c'est là que la notion de thérapie, elle a tout son sens. C'est-à-dire que ça, il y a tellement de choses qui sont inconscientes dans ce processus que c'est un thérapeute qui va pouvoir mettre en avant les choses. Parce que bien souvent, vous êtes, enfin vous, les gens sont dans, et moi la première, hein, tout le monde, on est dans, on mène notre vie, on se contente d'avancer, de faire ce qu'on a à faire, sans forcément réfléchir à quelles sont nos représentations sur le sujet. Moi, si je vous demande là comme ça spontanément quelles sont vos représentations sur un médicament, je suis à peu près certaine que vous n'êtes jamais posé la question. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient vous la poser, la question de vos représentations sur un médicament ou sur une thérapeutique, vous ne le savez pas, en fait, à quelque part. Sauf être quelqu'un qui réfléchit beaucoup, pour rien, tout le temps, comme ça, quoi. Voilà, ça fait partie des choses.
Donc du coup, il y a cette notion-là de représentation des gens et c'est là que la thérapie rentre en ligne de compte et c'est là que la thérapie faite par un thérapeute a tout son sens. Quand on parle d'art-thérapie, dans un atelier par exemple, que ce soit un individuel ou en groupe, le thérapeute, il va être capable, si vous jetez, vous lui faites 10 pages de peinture avec du noir partout, ben ça va forcément, je suis très caricatural, ce que je suis en train de dire, mais si vous jetez du noir partout, forcément, il va être interpellé. Comment ça se fait que vous mettez du noir partout? Comment ça se fait que c'est dark, etc. Euh, voilà, etc. Et donc, le thérapeute, lui, sa question, ça va être, enfin, son objet, ça va être de vous poser des questions par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi vous utilisez cette couleur? Pourquoi vous la mettez là plutôt qu'ailleurs, etc. Pourquoi vous faites ce choix-là? Et dans votre discours, il va être interpellé par un certain nombre de choses que vous êtes en train de dire. Et il va vous les retourner, les reformuler très probablement. Ça va être quelque chose du genre, si je comprends bien, vous êtes en train de me dire que, et la personne va pouvoir valider, invalider et avancer dans sa réflexion. Il y a des fois des réflexions qui vont amener à rien dans l'immédiat, mais qui vont faire ressortir des choses bien plus tard. Souvent, c'est quelques semaines après, où la personne va se dire « Ah oui, mais c'était ça en fait. Et ça m'a interpellé, ce que j'étais en train de faire, ça m'a fait penser à telle chose. » Bref, vous voyez ce processus-là. Et d'ailleurs, si on parle de coloriage basique en disant que ça ne pourrait pas être utilisé comme de l'art-thérapie, excusez-moi, mais le simple fait de choisir ce coloriage-là plutôt qu'un autre, c'est un processus créatif qui pourrait être analysé par un thérapeute. Parce qu'après tout, tout est un choix, tout est une création. Et même si la création, elle n'est pas de moi, il n'empêche pas, là, je parle dans cet exemple-là, il n'empêche pas moins que le choix que j'ai fait de prendre celui-là plutôt qu'un autre, elle a une raison. Et la raison, si on veut aller la chercher, ben, elle pourrait être exploitée par un thérapeute. Comme je vous disais tout à l'heure, d'ailleurs, en vous expliquant pourquoi j'avais choisi celui-là, j'ai pensé à ma fille pour toutes sortes de raisons qui me sont très personnelles. Ça m'a énormément fait penser à elle. Un thérapeute, il analyserait cette réponse, en fait. D'accord? Et il irait chercher pourquoi ça vous fait penser à elle. Et qu'est-ce que ça a d'important? C'est ça l'art-thérapie, en fait. Je ne sais pas si des art-thérapeutes passeront par là, mais je pense que je me trompe pas en disant ça. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'exploitait en tant qu'infirmière en éducation thérapeutique et dans l'art-thérapie. Excusez-moi, bientôt, j'aurai plus de saluer. Voilà, donc du coup, tout ça pour dire que c'est pas si simple que oui ou non. C'est pas aussi simple que c'est pas de l'art-thérapie puisqu'il n'y a pas de thérapeute. Non, quand vous prenez un Doliprane, c'est pas de la thérapeutique, mais il n'empêche pas moins que c'est quand même une partie de vos soins du quotidien. Ça en fait partie. C'est pas aussi simple que ce qu'on voudrait bien en dire au départ. Alors, et je suis quand même très très claire avec le fait que les éditeurs, effectivement, se sont emparés de cette conversation-là, c'est sûr. Hein, eux, ça leur a donné un argument et ça a permis de faire péter les ventes là-dessus. Donc, bon, ok, j'ai envie de dire, tant mieux, quelque part, ça a rendu service. Il faut pas cracher dans la soupe, hein. Faut pas cracher. Voilà quoi. Ça a quand même son intérêt d'une façon ou d'une autre. Mais voilà, tout ça pour dire que pour moi, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Voilà. Alors après, pour moi, ce qui est important d'avoir notion, par contre, si on veut vraiment se sentir dans l'art-thérapie quand on fait du coloriage comme ça pour soi-même, chez soi, à la maison, tout seul sans thérapeute, c'est que ce qui va faire vraiment l'importance de l'art-thérapie, ça va être l'intention qu'on y met. Tout simplement parce que si on le fait en pleine conscience, quand je dis pleine conscience, c'est-à-dire en sachant ce qu'on est en train de faire et pourquoi on le fait. Alors je pense qu'à un moment donné, si on s'est mis devant un coloriage et qu'on s'y est tenu et qu'on y est revenu jour après jour après jour après jour, c'est parce que ça nous parle. Après, tout le monde ne va pas faire ça tous les jours en se disant mais je viens faire mon petit moment de traitement. Il y en a que oui, il y en a que non. Le niveau de conscience et pas de ce qu'on est en train de faire est pas le même pour tout le monde. Moi, j'ai un niveau de conscience assez élevé sur ma pratique là-dessus, parce que je sais que ça me fait du bien, parce que j'ai eu l'occasion d'analyser
les raisons multiples et variées. Donc voilà, je sais que tous les jours, quand je viens m'asseoir à mon bureau pour faire du coloriage, que ce soit dans le processus créatif avec des dessins qui me sont propres, ou que ce soit là, dans un coloriage basique comme ça, je sais que j'y trouve des moments de vraie thérapie, au-delà de simplement l'apaisement, le stress momentané du quotidien, ou même la recherche de concentration. Ça me met dans un processus particulier qui est thérapeutique pour moi, j'en suis plus que certaine. Et si je commence, comme je vous disais tout à l'heure, à analyser mon choix de colo, ben, ça l'est d'autant plus. On peut avoir ce processus soi-même, alors il sera pas complet parce que c'est mieux, souvent l'inconscient, malheureusement l'inconscient, et c'est pour ça qu'on parle d'inconscient d'ailleurs, c'est que l'inconscient ne nous dit pas tout. Il y a plein de choses qui se passent au-delà de ce qu'on est conscient. Et malheureusement, bien souvent, ça va être très compliqué de mettre d'arriver à mettre en lumière ce qui fait qu'on en arrive à tel point de réflexion. Et du coup, c'est là que le thérapeute, normalement, est nécessaire, parce que il va permettre d'aller beaucoup plus vite. Alors après, l'exercice que je suis en train de faire là, en ce moment, c'est-à-dire parler dans un micro, c'est-à-dire faire quelque chose en parlant à voix haute, ça a un petit quelque chose aussi du thérapeutique, dans le sens où ça me permet là, en disant les choses, de m'entendre les dire. Alors c'est pas aussi bien qu'un thérapeute, parce qu'un thérapeute, selon ce qu'on dit, il va aller mettre l'accent sur des fois pas grand-chose dans une phrase, mais qui a beaucoup de sens. Si je veux caricaturer cette image-là, par exemple, il y a un petit jeu, enfin c'est pas un jeu, mais je sais pas comment le définir, sur les réseaux, on voyait à un moment donné, il faut le faire sans réfléchir, et puis il faut le faire avant d'avoir l'explication. Si par exemple je vous dis de faire un personnage bâton, et tout bêtement, de dessiner votre famille, je vous donne là, allez, prenez un petit peu de temps, un tout petit peu de temps pour le faire. Dessinez votre famille en personnage bâton. Allez, en l'espace d'une minute et sans réfléchir, hein. Hop, tout le monde devant son crayon, son papier, et me fait un petit dessin. Alors, si vous avez réalisé le petit jeu viteuf là, normalement, vous avez fait des petits personnages bâtons, alors possiblement papa, maman, enfant, parents, petits-enfants, le chien, le chat, que sais-je encore. La question, c'est de savoir comment vous les avez dessinés. Alors, je suis pas en train de dire est-ce qu'ils sont ressemblants avec des cheveux, pas de cheveux, c'est pas ça la question, hein. Là, je suis en train de parler de positionnement dans l'espace, c'est-à-dire, par exemple, est-ce que papa est à côté de maman et les enfants au milieu? Est-ce que papa est là, maman est là, les enfants là? Est-ce que vous avez mis tous les enfants? Est-ce que tous les enfants sont présents sur le petit dessin? Est-ce que il y a des enfants qui sont plus grands que d'autres, alors que peut-être par leur âge ça devrait être l'inverse? Est-ce qu'il y a les grands-parents, toute la généalogie jusqu'aux petits-enfants? Est-ce qu'il y a les animaux? Comment sont placés les animaux par rapport à vos propres enfants? Etc., etc. Vous comprenez bien qu'un psychologue ou un thérapeute, en fonction du dessin que vous aurez créé, pour le coup, il y a des choses qui vont l'interpeller dans ce que vous avez fait. Moi, ce petit jeu, je l'ai fait une fois, et le résultat était un peu surprenant pour moi-même. C'est-à-dire que j'ai pris conscience de comment je visualisais ma propre famille quand je l'ai fait. Et c'est toujours intéressant parce que ça dit de vous, ça dit sur vous. Votre inconscient est en train de dire des choses sur vous-même que vous ne savez peut-être même pas. Et tout l'objet d'un thérapeute, c'est de faire ressortir ça. C'est par les petits exercices qu'il va vous faire de faire ressortir des émotions, de faire ressortir des expressions de votre inconscient. Et ça, tout seul, si on n'a pas conscience qu'il y a des choses à aller chercher, si on ne le fait pas, pour ça que je vous dis, en pleine conscience, forcément, on va pas pouvoir y accéder. Et c'est en ça que le coloriage n'est pas tout à fait de l'art-thérapie, et en même temps en est, puisque ça amène tout un tas de bienfaits au quotidien, et que si on le fait soi-même au quotidien en venant chercher des explications sur les pratiques qu'on a, forcément ça va faire la différence. Donc tout ça pour dire, le coloriage, ça n'est peut-être pas de l'art-thérapie, mais en même temps ça en est quand même.
Voilà, bon, c'était tout un tas de blabla, 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 vous me direz. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas tout blanc ou tout noir, encore une fois. Pour moi, ça s'apparente quand même beaucoup, beaucoup, et ça, je crois qu'il y a des études qui ont déjà été faites là-dessus également, pour dire que c'est très apparenté à des choses comme la méditation, voilà, ou comme le yoga, par exemple. Ce sont pas des pratiques thérapeutiques en elles-mêmes, mais malgré tout, pratiquées au quotidien, elles ont tellement de bienfaits, elles ont probablement plus de bienfaits sur la santé que n'importe quelle thérapeutique. Moi, j'ai un regard particulier sur la médecine. Alors, je suis pas médecin, malgré tout, je suis quand même très, 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 très en rapport avec la médecine au quotidien, forcément. Et j'ai un regard particulier sur les soins et la médecine en général, dans le sens où, pour moi, on se fourvoie un peu, enfin les médecins, excusez-moi, se fourvoient un peu dans le sens où ils sont dans une pratique qui est très codifiée par leur culture, par leur formation. On leur apprend que c'est comme ça et c'est comme ça. Il y en a peu qui ont un regard critique pour aller se dire: «Ah oui, mais peut-être qu'il y a quelques moyens de faire autrement, peut-être qu'on peut utiliser d'autres pratiques». Ça veut pas dire que je suis en train de valoriser le fait de faire, je sais pas comment dire, les médecines parallèles, c'est pas ça. Je suis ni pour ni contre, mais pour moi, il faut pas partir on ne devrait jamais partir du principe qu'il y a qu'une solution possible, et qu'elle serait forcément médicamenteuse ou chirurgicale, parce que la science aurait prouvé que c'était la solution la plus efficace. Oui, on peut pas passer à côté. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas se soigner, alors certainement pas, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Malgré tout, il faut rester réaliste quant aux représentations des gens sur leur santé, parce que ça a son importance. Moi, quand j'avais une patiente qui voyait des hirondelles le matin, elle savait sa dialyse, enfin, elle était persuadée que sa dialyse allait être merveilleuse. Quand elle voyait un corbeau le matin devant ses volets, sa journée allait être pourrie. Donc ça fait partie de l'ordre des croyances et des représentations. Malgré tout, ça fait partie de la réalité des gens avec leur santé. Et ça, on peut pas faire comme si ça existait pas. Voilà. Par contre, je trouve qu'il y a des choses qu'on ne sait pas à l'état actuel. Je pense qu'il y a des millions de choses qu'on ne sait pas encore expliquer, et que c'est dommage de faire comme si ça n'existait pas. Je vous donne un autre exemple. J'ai assisté il y a très longtemps, enfin il y a longtemps, il y a une bonne dizaine d'années maintenant, à une formation sur la douleur, donc faite par un médecin algologue de renom, hein. Et dans cette formation, il nous parlait d'une expérimentation qui a été faite il y a 12 ou 13 ans de ça maintenant. Si je la retrouve, je vous la mettrai, mais je suis pas sûre de la retrouver parce qu'elle est un peu ancienne, et puis pour retrouver des liens comme ça, c'est compliqué, hein. Il nous parlait d'une étude qui avait été faite, alors pour le coup très, très scientifique, hein. C'était pas une étude fantaisiste du tout, hein. Et là, alors c'est une étude qui avait été faite alors entre infirmières et patients. Une infirmière injectait un produit à un patient. Donc l'étude avait été faite alors avec un visuel, une partie en visuel entre l'infirmière et le patient, c'est-à-dire qu'il y avait un échange visuel entre les deux. Une partie, il n'y avait pas d'échange visuel, mais elles pouvaient se parler, les deux personnes pouvaient se parler. Une partie, il n'y avait pas d'échange possible du tout, ni de visuel, ni de parler, ni de rien du tout, voilà, avec un parlant entre les deux, etc., etc. Donc avec un effet, avec ce qu'ils appellent, je sais plus comment ça s'appelle ce type d'étude, mais vous savez, où on met aussi en même temps le placebo, une partie de l'étude avec un placebo, sans placebo, etc. Donc ça fait partie des études qui sont très, très, très complètes et qui permettent d'avoir quand même une analyse assez fine des situations. La conclusion qui était tirée par cette étude, c'était qu'une infirmière qui croit en ce qu'elle injecte est plus efficace qu'une qui n'y croit pas. Alors, moi, quand je le dis comme ça, c'est bizarre parce que je me dis, croire en ce qu'on injecte, comment ça peut être efficace, c'est quand même bizarre. Alors, il y a le fait de croire, ça on le connaît tous, l'effet placebo, c'est-à-dire que vous allez donner, je sais pas, un médicament pour le stress par exemple, à quelqu'un qui a mal, vous allez vous rendre compte que vous allez être super efficace, la personne aura plus mal dans beaucoup de cas, selon ce qu'elle a.
parce qu'on se rend compte que, il y a un tel lien entre douleur et stress et état psychologique que du coup forcément le médicament, pour le stress, il va être plus efficace que le médicament pour la douleur en soi. Sauf qu'il va falloir se poser la question que, est-ce que la personne doit le savoir qu'on est en train de lui donner ça ou pas? Parce que si elle sait que c'est un placebo, ça va peut-être, ou un placebo ou quelque chose qui n'est pas pour la douleur réellement, ça va pas être efficace parce que pour elle, elle a besoin d'avoir le médicament le plus dur. Par contre, si le médecin va lui donner un médicament qui n'est rien d'autre qu'un placebo, en lui disant que c'est de la morphine, ça va être super efficace. Donc on a, voilà, il y a encore cette histoire de représentation qui rentre en ligne de compte. C'est pas si facile que ça, c'est pas tout blanc ou tout noir, et en fait, voilà, ça peut s'avérer extrêmement plus compliqué que ce qu'on croit. Et quand on y rajoute cette dimension-là, se dire qu'une infirmière qui croit à ce qu'elle est en train d'injecter est plus efficace qu'une qui n'y croit pas, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est pas simplement l'infirmière, elle fait passer la croyance par son regard au travers du patient ou par son discours verbal. C'est simplement, elle lui injecte, elle peut pas le voir, elle peut pas l'entendre, elle peut pas le ressentir ni rien, mais le simple fait de croire dans le produit qu'il y a dans sa seringue est plus efficace que si elle y croit pas. Donc, à ce stade-là, on peut se dire, qu'est-ce qui se passe dans l'énergie qu'on transmet à notre produit? Enfin, je parle comme ça, mais en fait, j'en sais rien. Est-ce que c'est de l'énergie qu'on transmet dans ce qu'on est en train de produire? Quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est présent? Quelque chose de l'ordre des ondes qui passent au travers? En fait, on n'en sait rien. Tout ça, on le sait pas. Et je pense que des choses, il y en a des millions qu'on ne sait pas, en fait. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, c'est pas tout blanc ou tout noir. Et il suffit pas de dire c'est oui ou c'est non. La réponse, elle est jamais aussi simple que ça. Bref, tout ça pour dire que, bah oui, c'est de l'art-thérapie. Oui, peut-être, ça dépend comment on l'utilise. Si on le fait en pleine conscience, c'est de l'art-thérapie. Si on décide que c'est de l'art-thérapie et qu'on décide de se faire du bien avec au quotidien, ça devient de l'art-thérapie. Mais il faut avoir conscience que ça n'est pas thérapeutique dans le sens où c'est pas ce qui va vous guérir, d'autant plus si ça n'est pas accompagné de quelqu'un qui va pouvoir mettre en évidence quelque chose là-dedans. Voilà. Je me suis beaucoup perdue. J'ai l'impression que j'ai pas beaucoup colorié quand même, tout en faisant ça. C'est pas grave, je me doutais bien que j'allais avoir du mal à me concentrer sur les deux en même temps, et j'espère que c'était... c'est un peu dommage de faire ça parce que finalement ça passerait mieux sur un podcast que sur une vidéo, mais bon, c'est pas grave. Peut-être que vous m'aurez écouté en coloriant, si vous avez le courage d'aller jusqu'au bout. Je sais pas si j'aurais été capable de maintenir l'attention jusque-là. Pardon, j'espère que oui. Je pense que je voulais dire à peu près tout ce que je voulais dire là-dessus. Donc je veux pas avoir un discours subversif ou complotiste ou quoi que ce soit, hein, bien sûr. C'est juste pour amener une réflexion autour de ce qu'est l'art-thérapie, en fait, hein, et de ce qu'est le coloriage aussi. Voilà. Moi, je trouve que ça serait bien que ça puisse retrouver une certaine noblesse, j'ai envie de dire. Ça m'insupporte, voilà, de se dire que le coloriage est associé à un truc qui serait pas ni thérapeutique, ça serait enfantin, ça servira à rien. Voilà, ce discours-là, à un moment donné, il faut l'abattre. Il faut laisser les gens faire ce qu'ils ont envie, ce qui leur plaît. Et si on a envie de parler d'art-thérapie parce que ça nous fait du bien, parlons d'art-thérapie. Point barre. En ayant conscience que, effectivement, il y a des gens qui vont reprendre ça à leur propre compte, c'est invariable. Voilà, donc écoutez, je vous laisse sur ces paroles, et puis j'espère que ça vous amènera une certaine réflexion aussi autour de ça. N'hésitez pas à me dire quel est votre point de vue là-dessus. En toute gentillesse, on est là pour se parler, il n'y a pas de problème, on n'est pas obligé d'être d'accord. Simplement, on se le dit poliment, et tout va bien, quoi. On se le dit poliment, on argumente, et j'ai aucun problème avec ça. Je ne m'attends pas à ce qu'on soit d'accord avec moi, juste qu'on puisse en parler. Au contraire, moins on est d'accord, plus ça amène d'arguments, en fait, en général. Et puis d'ailleurs, j'ai parlé de plein de choses qui ne relevaient pas forcément de l'art-thérapie en soi. Voilà, je parlais de représentation, de plein de choses comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ou votre regard même sur la santé, etc. C'est intéressant pour moi, je trouve. Voilà, je vous fais un petit coucou, et puis à très bientôt.